Un nouveau système d'échange de quotas d'émissions carbone a été voté en Wallonie pour 2027 et risque d'impacter votre portefeuille. Bienvenue dans Regard Wallon, une émission de vulgarisation et de décryptage d'un débat du Parlement. L'émission sera structurée en 3 parties, une première permettant de comprendre rapidement le sujet du débat, une seconde où chaque élément du débat est résumé et développé, et une dernière partie avec un expert qui complémente l'émission. L'experte du jour est Eva Josquin, chargée de mission et d'analyse en matière d'énergie et de climat pour Canopea, une fédération des associations environnementales. Mais d'abord, qu'est-ce que ce système de quotas ? Ce nouveau système d'échange de droits d'émission, appelé Emission Trading System 2 ou ETS2, concerne principalement le mazout, l'essence, le gaz et le pétrole. Il instaure un marché de quotas d'émissions pour les entreprises qui vendent du carburant et des énergies fossiles, pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. Le décret étant long et très technique, il m'a été difficile de le rendre facile à comprendre. L'idée derrière ces quotas d'émissions de gaz à effet de serre, c'est d'offrir aux entreprises fortement émettrices une quantité de tonnes de CO2 ou d'équivalent qu'elles peuvent produire dans le cadre de leurs activités. Si elles dépassent cette quantité, elles doivent acheter des quotas supplémentaires sur le marché européen. Mais comme ces quotas sont limités, plus la demande sera grande, plus ils coûteront cher aux entreprises. Donc ce marché du carbone, c'est comme si on mettait un peu un prix sur le carbone qui est émis lorsque on se chauffe ou on se déplace. Donc ça veut dire que si en se déplaçant, on émet des gaz à effet de serre, on va payer un peu plus cher pour payer le fait qu'on a émis du CO2. L'objectif est de pousser ces entreprises à mettre en place des solutions de production ou de transport qui émettent moins de gaz à effet de serre. Jusqu'ici, ce système de quotas ne concernait que les centrales de production d'électricité et de chaleur, les industries, le transport aérien et le transport maritime. En 2023, il a été voté au Parlement européen d'étendre ce système au secteur du bâtiment, du transport routier et quelques autres secteurs mineurs. Si on regarde à l'échelle de la Wallonie, on a quand même pas mal réduit nos émissions dans tout ce qui est secteur industriel. Alors attention, c'est fortement lié au fait que aussi ces industries se sont délocalisées. Il y a encore beaucoup de travail à faire d'électrification et de réduction de la consommation. Mais il y a certains secteurs pour lesquels ça a été beaucoup plus compliqué de réduire. Et ces secteurs, c'est principalement le secteur résidentiel et tertiaire et la mobilité. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne a décidé de mettre sur pied ce marché du carbone qui est lié à ces deux secteurs en particulier. Les États membres de l'UE ont reçu le pouvoir de décider eux-mêmes comment mettre en application la mesure. Ici, le décret du 16 avril vise donc à mettre en application la décision européenne en Wallonie. Le texte, proposé par la majorité MR engagée, a fortement fait débat, bien qu'il soit passé avec 40 voix sur 67. Le PS et Écolo se sont abstenus de voter, tandis que le PTB a voté contre. Tous les partis reconnaissent qu'il y a une urgence climatique avec de graves conséquences. C'est d'ailleurs en présentant celle-ci que le parti écolo a commencé son argumentation. En août 2023, le parc national de Dadia en Grèce. En 2024, des incendies dévastateurs ont ravagé le Portugal. En décembre 23, le nord-ouest de l'Allemagne connaissait des inondations records. En octobre 24, c'était au tour de la région de Valence, en Espagne. Chez nous, la sécheresse grignote chaque année un peu plus nos réserves d'eau, fragilise nos cours d'eau et nos forêts, renforce les risques d'incendie même au printemps et insécurise nos agriculteurs. Tandis que les inondations de 2021 restent bien sûr encore dans toutes les mémoires. Tous les partis reconnaissent aussi qu'il est nécessaire de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs du bâtiment et du transport qui sont fortement émetteurs. Et ce, en passant par une réduction de la consommation des énergies fossiles et en poussant les citoyens et les entreprises vers des alternatives plus éco-responsables. Le changement climatique est causé par les activités humaines, on le sait, et c'est le CO2 qu'on met dans l'air en brûlant ces énergies qui provoque tout ce dérèglement de notre système climatique. La plupart de ces émissions sont dues à la combustion de ce qu'on appelle énergie fossile. Alors le charbon, ça nous concerne un peu moins en Belgique, mais par contre, le gaz et le pétrole, ce sont des énergies qu'on utilise abondamment pour se déplacer, pour se chauffer, pour produire dans les industries, etc. Et donc, on n'a vraiment pas du tout le choix d'arrêter d'utiliser ces énergies fossiles si on veut réduire nos émissions. On ne peut vraiment pas faire autrement. Il y a aussi un consensus entre l'EMR, les engagés, Écolo et le PS sur la nécessité du nouveau système, le TS2. Oui, donc en fait, le TS2, c'est un marché, donc ça va être un coût à l'échelle individuelle, mais si c'est un coût, c'est évidemment aussi un revenu
à l'échelle de l'Union européenne et ce revenu est divisé selon les pays. Et une partie de cet argent va être directement mis dans un fonds dans chaque pays, un fonds qui s'appelle le Fonds social climat. Et ce fonds doit être vraiment destiné pour des actions envers les publics les plus précaires, que ce soit les micro-entreprises ou les ménages. Le principal intérêt en fait, d'un marché carbone, c'est que ça produit des revenus. C'est à nous maintenant d'utiliser au mieux ces revenus pour protéger déjà les personnes qui peuvent être victimes de ce type de marché, parce que je vais en parler plus tard, mais ça a aussi évidemment des inconvénients. Mais vraiment utiliser cet argent au mieux pour booster la transition. D'une certaine manière, ça va rendre plus rentable certains investissements. Typiquement, si on rend le chauffage au gaz plus cher, on rendra la pompe à chaleur plus rentable, ou on va rendre l'isolation des bâtiments plus rentable. Je pense que ça, c'est le principal levier qui est à notre portée, qui est à la portée des gouvernements en tout cas. Mais le marché du carbone doit appartenir à un mix assez ambitieux qui vise à la décarbonation. Si on met en place beaucoup de mesures à côté qui nous aident à nous débarrasser des énergies fossiles, alors ça nous aidera à supporter beaucoup mieux le TS2. Le PTB estime que d'autres moyens étaient possibles et seraient plus justes pour réduire la consommation d'énergie fossile. Il dénonce ce qu'il estime comme une mesure hypocrite du gouvernement wallon au vu des autres décisions prises concernant l'écologie. Ce qui nous mène à une critique adressée par l'ensemble de l'opposition. Le MR, comme les engagés, ont affirmé que la transition énergétique et le respect des objectifs climatiques européens étaient une priorité de leur gouvernement. Ces objectifs climatiques européens sont rappelés clairement dans notre déclaration de politique régionale, objectif contraignant de neutralité climatique d'ici 2050, ainsi qu'un objectif intermédiaire pour 2030 consistant en une réduction dans l'Union des émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport au niveau de 1990. Ces propos ont semblé un peu irriter l'opposition déjà bien fatiguée après un discours de Delimont qui a duré une petite heure et qui portait sur l'état de la Wallonie. Donc mesdames, messieurs les députés, permettez-moi au nom du gouvernement de vous présenter un bilan non exhaustif, bien entendu, sur l'état de la Wallonie. Cet exercice n'ayant pas été réalisé l'année dernière, malgré l'obligation parlementaire, je serai certainement peut-être long par moment. Écolo a estimé que cette mesure était un leurre. Pourtant, la Wallonie n'a toujours pas mis en œuvre son plan air-climat-énergie 2030. En d'autres termes, à moins de 6 ans de cette échéance de 2030, nous naviguons encore à vue. Et dans ce flou stratégique, aujourd'hui, vous nous proposez de transposer l'extension du système d'échange de quotas d'émissions, le TS2, au secteur du bâtiment et du transport routier. Il a rappelé que le gouvernement a récemment adopté des politiques allant à l'encontre des objectifs climatiques. Pendant ce temps, que fait votre gouvernement, Madame la Ministre ? Il réduit les primes à la rénovation, il désinvestit dans les transports en commun et la politique vélo, il défenestre le budget consacré à la biodiversité, il recule sur les ambitions et il persiste dans la dépendance aux énergies fossiles. Le PTB a rappelé que le MR avait refusé de taxer les jets privés plus fortement, alors que l'ONG Oxfam a montré que les 1% les plus riches polluaient 15 fois plus que les personnes aux plus faibles revenus. Et cette pollution excessive est entre autres due aux jets privés. Le PTB a appuyé ses propos avec une enquête de la RTBF qui révèle qu'en Belgique, en un an, 42 jets privés réalisaient 8518 trajets très courts à eux seuls. Des vols comme Bruxelles-Courtrai ou encore Liège-Maastricht, effectués à de nombreuses reprises. Le PS a déploré la lenteur du gouvernement wallon pour son plan Air-Climat-Énergie 2030. Selon lui, l'absence de ce plan empêche d'avoir une vision claire de la stratégie à adopter pour atteindre les objectifs cités. Il estime aussi que ces nouveaux quotas seront inutiles seuls. Ce qui est sûr en tout cas avec ce système de tarification du carbone, c'est que ça ne va pas magiquement réduire nos émissions tout seul. On ne va pas réduire les émissions liées à la mobilité en Belgique juste en mettant un prix sur le carbone. Il faut en même temps développer des pistes cyclables pour que les gens puissent se déplacer avec de la mobilité douce. Il faut adapter les offres des transports en commun. Il faut développer les services de voitures partagées, de covoiturage. En fait, c'est tout un mix de mesures qui doivent être mis en place. Et le marché du carbone peut s'intégrer là-dedans, mais pas seul. À cet égard, la priorisation et la mise en œuvre du plan Air-Climat constituent un levier essentiel dans cette transition.
Donc le plan Air Climat Énergie, c'est la feuille de route du gouvernement wallon qui va nous indiquer comment on va arriver à réduire nos émissions d'ici 2030. Et donc c'est un plan wallon qui s'intègre dans un plan national qui est rendu à la Commission. Alors, la partie wallonne est finalisée depuis 2023, mais le plan national dans lequel cette partie wallonne s'intègre devait être rendu en juin dernier, mais n'a pas encore été rendu à la Commission. La ministre MR, Cécile Neven, s'est défendue en rappelant que le plan Air Climat Énergie sera bientôt présenté au gouvernement. Il devrait comprendre 295 mesures et compléter les manquements du décret. Le gouvernement a approuvé une feuille de route qui est liée à ce plan qui nous dit en 2025, voici ce que le gouvernement va faire. Parce que c'est vrai qu'on constate que ce plan, pour le moment, il a déjà pris du retard, il est pas beaucoup appliqué, il y a des choses qui ont été faites, mais il faut aller plus vite. Sur les 295 mesures du plan Air Climat, seules 15 étaient mises en œuvre. Donc le PAS qui a été adopté ou qui a fait l'objet d'une prise d'acte plus exactement en mars 2023 rassemble en effet 295 mesures, donc un ensemble conséquent. Mais ces mesures ne sont pas hiérarchisées, elles ne sont pas objectivées de manière spécifique. Et donc face à ce constat, le gouvernement wallon, oui, s'est engagé à prioriser les mesures qu'il allait entamer, qu'il allait initier en 2025. Ça, je pense qu'on est fort aligné avec le gouvernement wallon de ne pas se disperser dans 50 mesures différentes parce que l'argent reste quand même fort limité. Donc voilà, sélectionner un nombre assez réduit de mesures qui sont vraiment structurantes, de nouveaux programmes ou des choses qui existent déjà mais auxquelles on va vraiment permettre de passer à une étage supérieur. Mais aujourd'hui, là, force est de constater qu'effectivement, on n'observe pas des mesures fortes qui sont prises dès maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites, des choses qui sont très positives à entendre, d'une volonté de chiffrer plus, de budgétiser, de planifier. Mais par contre, maintenant, on attend du plus concret. Donc c'est un gouvernement wallon qui est en place depuis déjà presque 1 an. Donc c'est normal, il faut du temps pour prendre ses marques. Et donc on attendait vraiment avec beaucoup d'impatience cette feuille de route qui pouvait vraiment faire bouger les choses et avancer. Mais force est de constater qu'elle reste très floue. Elle est peu chiffrée, en fait finalement on n'a pas tellement plus d'informations. Et elle remet aussi en fait quand même beaucoup de choses à plus tard. Si par exemple, je parle d'un secteur que moi je suis beaucoup, qui est le secteur résidentiel, avec la rénovation, le taux de rénovation qui doit vraiment plus que tripler, donc on doit vraiment arriver à rénover plus vite, à décarboner le chauffage. L'impression qu'on a quand même, c'est que on va rien faire pour le moment parce qu'on est en train de réfléchir à une grande réforme de l'accompagnement à la rénovation qui est prévue pour octobre 2026. Et de nouveau, si c'est positif d'avoir des actions qui sont cohérentes entre elles, voilà, un système de prêts, de primes, d'accompagnement, que tout soit cohérent et réfléchi ensemble, c'est très positif. Mais on ne peut pas se permettre 1 an et demi sans rien faire alors que les primes viennent d'être fortement réduites. On peut déjà avancer sur certains sujets dès maintenant, on n'a pas besoin d'attendre que la stratégie soit mise sur pied. Elle a également insisté sur l'impossibilité d'avoir un plan précis tant que le burden sharing ne peut être négocié. Alors, comme vous le savez, à ce stade, un petit problème institutionnel demeure, puisque Bruxelles ne dispose pas encore d'un gouvernement de plein exercice. Or, la négociation d'un burden sharing nécessite la participation des 4 gouvernements en capacité de prendre des décisions. Le burden sharing, c'est un accord entre les régions et le fédéral qui vise à répartir les efforts et les moyens alloués à la transition écologique entre les différentes entités. La ministre a aussi rappelé qu'il s'agissait d'une transposition directe de la directive européenne, ce qui lui a valu une autre critique. Le texte a été proposé en avril sans le burden sharing et sans le plan social climat du gouvernement. Pour justifier le vote prématuré du texte, le MR, les engagés et la ministre MR Cécile Neven ont expliqué qu'il s'agissait d'une simple adaptation de la directive européenne. Nous avons donc fait le choix d'une transposition de la directive sans gold plating, c'est-à-dire qu'on la transpose quasi telle qu'elle, sans exigence supplémentaire. Le délai de transposition de décret ETS2 était pour rappel le 30 juin 2024. Ne pas transposer, rappelons-le, ce texte exposerait la Wallonie à des sanctions financières que pourrait infliger la Cour de justice en vertu de l'article 260.3 de l'Union européenne, du traité de l'Union européenne. Le PS et Écolo ont reconnu la nécessité de ce décret, mais ont déploré le manque de travail autour du texte.
À leurs yeux, la mesure est insuffisante seule pour pousser à une transition énergétique. Suffisante pour accroître la précarité énergétique, certainement. Le PS a rappelé que la directive européenne demandait de prévoir des mesures de protection des ménages et des entreprises. Or, ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui, c'est juste la transposition de la directive sans exposer les mesures d'accompagnement qu'il mettra en œuvre en parallèle pour soutenir tant les ménages fragiles que les PME. Plus interpellant encore, le plan social prévu par la directive, pourtant condition sine qua non de l'acceptabilité sociale, est toujours à l'état de note d'intention. Nous sommes à moins de 3 mois de sa notification à l'Europe et nous ne savons toujours pas ce que le gouvernement va y inclure. Donc le plan social-climat, c'est aussi une feuille de route, une stratégie qui est rédigée par le gouvernement wallon et qui fait aussi partie d'un package belge, d'un plan national que chaque pays membre de l'Union européenne doit rendre pour fin juin 2025 à la Commission européenne. Ce plan, il vise à justifier à quoi la Belgique, à quoi la Wallonie va utiliser l'argent du Fonds social-climat. Et cette feuille de route, en fait, elle doit décrire comment chaque pays membre compte dépenser de l'argent pour lutter contre l'augmentation de pauvreté qui serait liée à l'ETS2. Donc ça permet un peu une planification des dépenses, de justifier aussi devant la Commission que la manière dont on prévoit de dépenser l'argent respecte bien les règles qui ont été mises sur pied. Le PS a également accusé le gouvernement de ne pas avoir sollicité l'avis des citoyens, des syndicats, des entreprises et des ONG sur la question. Et les acteurs de terrain ne sont pas non plus consultés. On nous parle de consultation en avril, mais avec quels documents et sur quelle base de discussion? Nous sommes donc face à un véritable problème de méthode. Nous légiférons sur une réforme aussi structurante, mais sans débat ouvert aux citoyens, ni même avec les syndicats, les entreprises ou encore les ONG. Mon groupe déplore que la consultation des acteurs que vient d'initier le gouvernement arrive trop tardivement, sans document préparatoire, à moins de 3 mois de la date de notification du plan à la Commission. Qu'elle s'apparente davantage à une concertation de façade, lancée sous contrainte réglementaire, que comme un véritable processus de co-construction, que les choix clés semblent déjà actés sans débat, en contradiction avec l'ambition d'une transition juste et démocratique. Ce à quoi le MR a répondu: Alors ces acteurs de terrain, ils ont été consultés le 3 avril en mon cabinet, ainsi que ceux de mes collègues Pierre Giolet et François Lequen. Donc ce plan social-climat, le belge, il est à rendre pour juin, donc le wallon est maintenant en passe d'être finalisé, mais il n'est pas encore passé au gouvernement, donc en fait on ne sait pas ce qui va se retrouver dedans exactement. Le gouvernement a consulté quelques organisations déjà en avril avec une petite liste de propositions de mesures dans le domaine de la mobilité, des bâtiments et pour les petites entreprises. Alors, il y en avait certaines que nous, on a jugées très positives. Il y avait notamment cette volonté de favoriser la mobilité partagée, par exemple, ou la rénovation des logements sociaux, la rénovation par quartier. Voilà, il y avait des propositions intéressantes. Il y avait d'autres propositions qui étaient moins intéressantes, pour nous, voire plutôt dangereuses. En particulier, je pense à l'ajout d'agrocarburants dans le mazout de chauffage avec une subsidiation pour que ça coûte moins cher pour certains publics. Nous, en tout cas, on n'y voit pas du tout ni un intérêt social ni un intérêt environnemental. Et d'autre part, une chose qui manquait, c'est d'avoir vraiment visé le bon public qui est, comme je le disais, les locataires du marché privé, locatif privé. Donc, parce que ces personnes-là ne vont pas pouvoir lutter contre l'arrivée de ce surcoût en investissant elles-mêmes. Et alors la dernière chose, c'est plutôt au niveau fédéral que ça va être discuté, mais je parlais tout à l'heure de la redistribution en direct vers certains publics. Ça, on n'a pas du tout d'assurance que c'est une mesure qui sera intégrée dans le plan final. Donc ça, c'est aussi une inquiétude. Il est utile de rappeler que nous discutons ici de l'aboutissement d'un travail entamé lors de la législature précédente, sous l'impulsion du ministre Philippe Henry, avec le soutien du Parti socialiste, d'Écolo et du MR. Les 2 premières lectures de ce décret étaient pourtant passées sous le précédent gouvernement avec les partenaires socialistes et écologistes, et il s'agit donc ici de la suite d'un processus entamé sous la précédente législature. Le PS a expliqué qu'un avant-projet existait, mais n'a pas été utilisé par le gouvernement. Il a également déploré que ce nouveau décret n'a pas été soumis à l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et de l'AKT.
Le MR a répondu que le texte du décret était le même que celui de l'avant-projet, sauf qu'il prend en compte l'absence de gouvernement bruxellois. Durant le débat, la rivalité MR-PS était très palpable. Le PTB a accusé la ministre de faire du « There is no alternative » ou TINA. Mais on commence à vous connaître, Madame la Ministre. Hein. Encore une fois, on a eu droit à votre célèbre « on n'a pas le choix ». Le TINA, c'est une stratégie rhétorique emblématique de Margaret Thatcher. Madame Cécile Thatcher-Neven, je cite, « Cette directive européenne existe, elle doit être transposée. On n'a pas le choix. » Elle consiste en un faux dilemme, présenter deux options comme étant les deux seules possibles, et une des deux comme inacceptable. Par exemple, êtes-vous avec nous ou avec les terroristes ? Eh bien, on pourrait très bien n'être avec aucun des deux, mais cette technique permet de forcer l'interlocuteur à choisir entre deux options, même si elles sont exagérées. Le PTB a accusé les autres partis de l'opposition de se laver les mains d'une décision qu'ils avaient votée au Parlement européen, et qui risque d'avoir de très grosses conséquences sur le budget des travailleurs. Qu'ont fait tous les partis au Parlement européen, là où vous aviez le choix de ne pas accepter cette taxe carbone, c'est-à-dire avant qu'elle devienne une obligation. Vous avez tous voté pour. Olivier Chastel pour les maires, pour. Benoît Ludgen pour les engagés, pour. Maria Arena pour le PS, pour. Saskia Bricmont pour Écolo, pour. Le PTB, le PS et Écolo ont dénoncé ce qu'ils estiment comme une mesure qui va fortement augmenter les prix des carburants et des énergies de chauffage, sans mettre en place de moyens pour protéger les citoyens. Le PTB a rappelé que de nombreux ménages se chauffent au mazout car leur rue n'a pas de conduite de gaz, et que des évaluations estiment que la nouvelle mesure augmenterait le prix d'une cuve de 2500 litres de mazout de près de 400 €. 400 € de plus, c'est juste énorme. Pour les trois parties, ce nouveau système de quotas ne prévoit pas de dispositions précises pour protéger les ménages fragilisés ainsi que les petites et moyennes entreprises. Pas de transition sans justice sociale. En Wallonie, près de 30% des ménages sont en précarité énergétique. Le simple fait d'allumer du chauffage est déjà un luxe pour des milliers de familles. La précarité énergétique, c'est l'impossibilité pour un individu de se chauffer normalement et suffisamment. Dans les zones rurales où l'alternative à la voiture est quasi inexistante, le prix des carburants est vécu comme une double peine. Écolo a déploré une augmentation inégalitaire des frais, très dure pour les ménages les plus pauvres, qui ne pourront pas rénover faute de moyens, mais aussi pour les ménages qui devront conserver des véhicules thermiques faute de transport public. Pour un ménage wallon moyen qui vivrait donc dans un logement mal isolé, c'est le cas de la majorité de nos concitoyens, et qui se déplace prioritairement en voiture, c'est une facture supplémentaire de près de 700 € par an. Écolo a aussi rappelé que le MR avait refusé d'indexer les loyers en fonction du niveau énergétique des bâtiments. Les locataires seront très impactés par ce nouveau système de quotas, puisqu'ils ne peuvent pas rénover les logements qu'ils occupent, mais devront payer les factures d'énergie. Donc, pour donner un petit historique, pendant la crise des prix de l'énergie, c'est vrai que le gouvernement wallon, mais c'était aussi dans les autres régions, a décidé de bloquer l'indexation des loyers pour les pires PEB, certificats PEB, donc performance énergétique du bâtiment. Et à Bruxelles, notamment, on a pu observer qu'en fait, il y avait une augmentation des démarches de la part des propriétaires qui venaient demander conseil aux agences du conseil sur comment rénover leur logement. Donc pour nous, c'est une mesure qui est positive. Ça donne déjà une motivation supplémentaire aux propriétaires de rénover. Et d'autre part, ça soulage un peu les locataires qui ont des trop grosses factures d'énergie, en fait. Écolo a accusé le groupe MR engagé de mettre en place une écologie de marché, favorable aux plus riches et inefficaces, qui creuse les inégalités et ne peut créer que de la défiance chez les citoyens. C'est prouvé, plus on a des revenus élevés, plus en moyenne on va émettre plus de CO2. Donc forcément, la transition, normalement, elle doit partir du haut et de pousser les personnes qui émettent le plus à réduire leurs émissions. Le PTB a rejoint Écolo sur cette critique en dénonçant une écologie punitive pour les moins lotis. Avant les élections, on avait beaucoup entendu les maires dénoncer d'ailleurs cette écologie punitive. Dans le soir, en 2021, on avait Georges-Louis Boucher qui critiquait les mesures d'écologie qui, selon lui, pénalisent les ménages sans offrir d'alternatives réalistes. Lors d'un congrès du MR, il a dénoncé une écologie de la privation et insisté sur la nécessité de concilier transition écologique et pouvoir d'achat. Focalisons-nous sur le gouvernement wallon. Monsieur Delimont, vous avez dit, on ne fera pas avancer la transition écologique en culpabilisant les gens ou en augmentant les taxes. Il faut des solutions pragmatiques, pas de l'écologie punitive. Le PTB a aussi rappelé que ce nouveau système de quotas carbone allait fortement impacter les communes.
Celles-ci doivent chauffer et offrir des moyens de transport aux écoles, centres sportifs, piscines publiques, etc. La mesure risque de créer des dépenses supplémentaires, forçant les communes soit à augmenter les taxes, soit à diminuer l'offre des services publics. Services publics qui seront également impactés, comme le service de transport en commun TEC, qui subirait un surcoût de 5,3 millions d'euros et qui risque de devoir augmenter ses tarifs. À titre de comparaison, l'augmentation tarifaire de 2025 rapportera seulement 2,5 millions à la TEC. En plus de voir une augmentation directe sur leurs factures, les citoyens subiraient également une taxation supplémentaire indirecte par l'intermédiaire des communes. Et donc, qui va passer à la caisse ? Une fois de plus, double peine pour les travailleurs de la région wallonne. Cette intervention n'a pas eu de réponse. Les engagés, quant à eux, se sont dit inquiets, mais restés confiants. Une première inquiétude porte sur le fait qu'il n'y ait toujours pas d'estimation claire de l'évolution des prix du carbone et, de par ce fait, des incertitudes importantes quant à l'impact pour les citoyens de cette directive ETS 2. Dans le cadre de notre présidence wallonne de la Commission nationale climat, nous avons en effet envoyé un courrier le 6 avril dernier au commissaire européen Wopke Hoekstra pour relayer officiellement les préoccupations de la Belgique sur ce prix. Nous nous inquiétons aussi des impacts sociodémographiques. Il y a un risque qu'il soit plus important en Wallonie qu'en Flandre, et j'insiste particulièrement sur l'impact dans nos zones rurales d'un tel décret, où il y a peu d'alternatives à l'usage de la voiture et où les ruraux devront payer plus cher l'essence à la pompe. L'analyse d'impact a démontré que les Wallons apporteront proportionnellement une contribution plus importante aux recettes de l'ETS2 et cet élément devra évidemment être pris en considération dans les négociations sur le burden sharing. Il va de soi que nous nous y attellerons. Nous comptons vraiment sur vous pour défendre la réalité de notre Wallonie dans la répartition des moyens financiers et également sur le travail mené sur les mesures d'accompagnement pour les citoyens et les micro-entreprises plus vulnérables. Le MR a reconnu que ce nouveau système de quotas engendrera une augmentation des prix des combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et le transport. À court terme, le groupe MR, tout comme vous, Madame la Ministre, se montre particulièrement préoccupé de l'impact que cette hausse aura pour les citoyens, les entreprises et surtout les plus vulnérables. Les personnes en situation de précarité énergétique ne pourront pas absorber ce choc ni adapter leur comportement à temps. Mais le MR et les engagés ont vraiment insisté sur le fait que cette mesure ne serait d'application qu'à partir du 1er janvier 2027. En effet, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2027 que des conséquences se feront sentir. Mais aussi que l'Europe prévoit la mise en place d'un fonds social pour le climat, dont 1,66 milliard d'euros iront à la Belgique. Cet argent doit servir à aider les familles, les usagers des transports et les micro-entreprises vulnérables. Alors, venons-en 2 secondes au plan social climat, qui est financé en effet par le Fonds social climat, qui est alimenté au niveau européen par une partie des recettes de l'ETS2, dont la part belge s'élève à 1,659 milliard d'euros pour la période 2026-2032. C'est évident que ce sera un outil clé pour accompagner les ménages et les micro-entreprises vulnérables. Tout le monde ne va pas ressentir de la même manière ce prix. On parle d'une petite dizaine de cents, par exemple, sur le carburant. Pour les personnes qui consomment beaucoup et qui ont les moyens, ils ne vont pas ressentir ça fortement sur leur facture. Par contre, pour des personnes qui ont déjà du mal à payer leur facture en fin de mois pour se chauffer, eux, c'est sûr que d'une part, ça va faire la différence. Mais en plus de ça, ce ne sont pas des personnes qui peuvent investir pour se protéger à l'avenir de ce prix. Voilà, on sait par exemple que les locataires sont de manière générale plus propices à être dans la précarité. C'est pas les locataires qui vont choisir d'isoler leur appartement ou de changer leur système de chauffage. Donc ça, voilà, c'est l'effet un peu pervers du marché du carbone. Et c'est bien le but d'avoir ce fonds social climat pour essayer de contrecarrer ces effets et de protéger ces personnes et ces entreprises. Le MR a annoncé compter sur le CBAM pour protéger la compétitivité des PME belges. Le CBAM est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes. Il s'agit d'un droit de douane imposé sur les produits venant de pays qui n'ont pas les mêmes exigences que l'Europe en matière d'environnement.
La ministre Cécile Neven a annoncé compter sur le plan social-climat pour accompagner les ménages et les micro-entreprises vulnérables, ainsi que sur un régime de soutien qui doit arriver le 1er octobre 2026. Il devrait comprendre des mesures pour les publics fragilisés, les PME et les locataires. Ces mesures concernent l'isolation du bâti, les rénovations groupées, les rénovations des logements sociaux et la mise en place de mesures facilitant l'accès aux sources de chaleur alternatives au mazout. La ministre et le MR ont également assuré que le décret prévoit d'allouer les recettes reçues à des mesures de décarbonation du chauffage et du refroidissement de bâtiments, de la réduction de consommation énergétique, notamment via les énergies renouvelables, et de l'aide aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants. À nouveau, je pense qu'on peut être plus clair. Il s'agit aussi de soutien aux véhicules à émissions nulles, aux infrastructures de recharge, aux transports publics et à l'aide, à nouveau, aux usagers à faible et moyen revenu. Toutefois, comme plusieurs acteurs du secteur, nous avons des inquiétudes et des interrogations sur la mise en œuvre de ces dispositions. Le PS a insisté sur l'absence des critères dans le texte qui détermineront la répartition des recettes pour financer les mesures d'aide. Quels critères les guideront? Quelle part ira au soutien direct des ménages et aux PME? Effectivement, il y a des mesures qui sont très pertinentes. La rénovation du logement public, les rénovations par quartier, des systèmes d'accompagnement pour les publics les plus précaires pour parvenir à rénover, parce qu'on sait que c'est une question de financement, mais pas que. C'est compliqué en fait de rénover. Quand on est un peu face à un mur, il y a trop les entrepreneurs, il y a 1000 démarches administratives, donc il y a un vrai besoin d'accompagnement aussi. Donc ça, ce sont des choses très positives. Au niveau mobilité aussi, de favoriser le transport à la demande, la mobilité partagée, etc. Mais il y avait aussi des mesures moins positives et voilà, comme je disais, ce manque d'attention aux locataires du marché privé. On attend des mesures plus concrètes pour ce public-là. Tout en reconnaissant aussi que tant qu'on ne décide pas de mettre plus d'argent dans le Fonds social climat, en fait, il y en a tellement peu qu'on ne peut pas non plus permettre d'investir dans beaucoup de mesures différentes. Ce sont aussi des mesures qui doivent être financées par ailleurs, en fait, par le budget du gouvernement et pas uniquement par le TS2. Il ne faut pas penser que le budget de TS2 va pouvoir soudainement nous permettre de rénover à tout va. La chose qui m'a fortement marqué dans le débat, c'est que la ministre n'a jamais vraiment semblé débattre. Elle a semblé très indifférente, comme si la majorité et elle imposaient simplement la mesure. Par exemple, le MR et les engagés reconnaissent que ça va coûter plus cher aux classes moyennes et aux classes populaires. Mais pas d'inquiétude, il y a des aides. Les aides ont été temporairement diminuées, de nouvelles aides arrivent avec le plan social climat. Et ce plan social climat, qui réellement doit soutenir les ménages dans la transition écologique, il est utilisé dans l'argumentation de la majorité pour justifier deux choses. Que le décret est un copier-coller de la directive européenne, alors que le texte européen stipule qu'il faut mettre en place des mesures pour soutenir les citoyens. Et que le décret ne prévoit aucune garantie et aucun détail concernant les aides pour protéger les Wallons. Or, ce que demande l'opposition ici, c'est l'inscription d'un minimum d'aide directement dans le décret, pour ne pas compter uniquement sur le plan social climat. Plan auquel l'opposition n'avait pas encore accès dans le détail. La majorité n'a pas répondu à cette demande, elle élude complètement la question. La transition a besoin de beaucoup plus de budget que ça. Ça ne peut pas servir en tout cas à venir boucher des trous on a réduit les primes et donc on va se servir du budget de l'ETS2 pour augmenter ou pour venir combler même la bulle qui a été créée par les primes, etc. Non, il faut que cet argent soit supplémentaire. C'est d'ailleurs une nécessité en ce qui concerne le Fonds social climat. On ne peut pas investir dans des mesures qui existaient déjà. Ça ne peut pas remplacer des budgets qui étaient déjà présents. Mais bon, voilà, il faudrait être attentif à ça. Le PS a signalé l'absence de dispositions prévues pour garantir la transparence et l'équité dans la répartition des recettes entre les secteurs. Il a aussi rappelé que le Fonds Kyoto, qui recevra les recettes, faisait l'objet de critiques à ce sujet. Ce décret renvoie l'ensemble des recettes ETS2 vers le fonds Kyoto, fort bien, mais ce fonds, c'est l'inspection des finances wallonne qui le précise, souffre d'un manque de transparence, de traçabilité, de clarté sur les missions financées. Ce qui empêche de savoir avec exactitude quelles missions sont financées par le fonds et avec quel budget. Alors j'ai voulu me procurer l'avis de l'inspection des finances, j'ai cherché sur les sites officiels, rien. J'ai sonné au Parlement wallon, qui m'a redirigé vers l'inspection, j'ai sonné à l'inspection des finances, ils m'ont dit ne pas pouvoir le donner sans l'accord du ministre. J'ai sonné au cabinet de Madame Neven, pas de réponse. J'ai ressonné au Parlement wallon, qui m'a donné d'autres numéros, j'ai sonné au cabinet de Madame Dalk,
qui m'a renvoyé vers Neven ou Deken. Pas de réponse de Neven. J'ai contacté le cabinet de monsieur Deken. J'ai une réponse. On a transféré mon mail au cabinet de monsieur Copiters. Je n'ai plus de nouvelles. Pourquoi ne pas donc créer, comme nous l'avons suggéré, une section distincte, un fonds Kyoto bis exclusivement dédié à la justice climatique et sociale? Pourquoi les recettes ETS 1 et ETS 2 sont-elles mélangées alors qu'elles répondent à des logiques différentes? Pourquoi les articles qui traitent de l'usage des fonds et des amendes restent-ils si flous? Alors, dans tous les cas, les recettes de l'ETS 2 sont récoltées au niveau européen et elles alimentent en Wallonie le fonds Kyoto, comme c'est le cas actuellement pour les recettes de l'ETS 1. Et on peut tout à fait consacrer les recettes d'un fonds à des utilisations différentes selon qu'elles émanent de l'ETS 1 ou de l'ETS 2. Il n'y a pas forcément besoin de scinder le fonds pour ça. Ecolo a déploré l'absence de garantie donnée par le gouvernement quant à l'utilisation des recettes de l'ETS 2. La ministre a aussi assuré que le plan social-climat ferait l'objet d'un suivi strict sous la surveillance de l'Europe. Ecolo s'est montré sceptique. Vous évoquiez, Madame la Ministre, et bien sûr le Fonds social pour le climat qui est prévu par la directive européenne, mais il ne représente que 25% des recettes totales du mécanisme. Sur ce plan, le montant qui devrait revenir à la Belgique représente 2 milliards d'euros pour la période 2027-2032. Mais 2 milliards d'euros, c'est moins de 350 millions d'euros par an, à répartir encore entre les différentes entités du pays. Oui, donc c'est bien un quart de l'ETS2 qui est alloué à son social climat avec 25% en plus de cofinancement belge pour augmenter un peu la part. Donc on sera aux alentours des 2 milliards d'euros pour la Belgique. Pour nous, c'est loin d'être suffisant pour vraiment protéger les personnes qui en ont besoin. C'est l'entièreté des recettes qui devrait avoir cette vision sociale. Et outre le Fonds social climat, l'ETS 2, ça a été dit, générera également des recettes directes importantes, entre 4,98 et 7,63 milliards d'euros pour la Belgique, pour la période 2027 à 2030, selon les estimations de la Commission nationale climat. Alors, ces recettes devront financer uniquement des mesures à caractère climatique, en donnant la priorité aux activités qui permettent de contribuer à traiter les aspects sociaux de l'ETS. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Alors certes, il restera les recettes indirectes, plus conséquentes, mais sur lesquelles nous n'avons à ce jour aucune garantie du gouvernement sur le fait qu'elles serviront bien la transition juste, plutôt justement qu'à équilibrer les cadeaux fiscaux du gouvernement ou à financer des politiques déjà existantes. Bref, des montants finalement pas si conséquents que cela, au final, et surtout dont on ne sait encore rien sur l'affectation. Vous n'avez pas pu nous donner des garanties à cet égard. Il n'y aura pas a priori des recettes directes qui vont vraiment être mises dans le Fonds social climat. Ça ne veut pas dire que ces recettes, elles ne vont pas être utilisées en partie pour ce genre de mesures. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'assurance que ça le sera. En fait, le plan social climat et le Fonds social climat s'accompagnent de certaines règles assez strictes pour dire vers qui les investissements peuvent être faits, comment, voilà, le fait que ça ne peut pas être de l'argent qui est soustrait, ça doit être de l'argent additionnel. Mais les recettes directes sont beaucoup moins accompagnées et donc, d'un côté, voilà, oui, on espère que cet argent ira aussi en partie, mais sans assurance, on peut pas en être convaincu. Le PS a déploré un manque de clarté au sujet des amendes prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas la nouvelle mesure. Ce manque de transparence fait écho à une autre critique impliquant les secteurs économiques et les sources d'énergie concernées par la mesure. Le PS a dénoncé l'article 5 du décret. L'article du décret qui donne au gouvernement un blanc-seing pour définir, étendre et appliquer ce système sans balisage démocratique. Le gouvernement wallon définit les secteurs et les sources d'énergie concernées et non concernées par le nouveau système tant que la Commission européenne l'approuve. Le PS a dénoncé une tentative de la part du gouvernement de déterminer les secteurs et sources d'énergie concernés sans contrôle et sans avis du Parlement, et ce, sans qu'un organe externe au gouvernement ne puisse faire office de contre-pouvoir. Le PS a rappelé que le décret ne prévoit que peu de secteurs et de sources d'énergie concernés. Le texte renvoie à des arrêtés du gouvernement qui viendront dans le futur. Un décret vide de contenu concret qui renvoie l'essentiel à des arrêtés futurs. Voilà ce que vous nous présentez aujourd'hui. Et pendant ce temps, les grands émetteurs industriels continueront à bénéficier, eux, de quotas gratuits de TS1 jusqu'en 2030. La critique a été appuyée par Ecolo, qui a rappelé que le décret ne prévoyait aucun montant clair pour les prix des quotas, aucun objectif chiffré,
aucun calendrier d'application. La ministre MR, Cécile Neven, a répondu que le gouvernement wallon attendait des réponses de la Commission européenne concernant les prix des quotas. Elle a également rappelé que la Commission s'était engagée à limiter les prix des droits d'émission pour les 2 années suivant l'application du système si les prix du gaz et du pétrole devenaient trop élevés. Alors pendant les 3 premières années de fonctionnement de l'ETS2, si le prix des quotas dépasse 45 €, des quotas supplémentaires seront libérés de la réserve de stabilité pour limiter les hausses excessives. Et si les prix du gaz et du pétrole sont exceptionnellement élevés en 2026, le démarrage de l'ETS2 pourrait être reporté à 2028. Voilà, un marché, c'est une certaine quantité de quotas qui sont mis, et puis il y a des acheteurs qui viennent les acheter. Mais si on consomme trop, si on émet trop de gaz à effet de serre, on va vouloir acheter beaucoup plus de quotas que ce qu'il y a sur le marché. Et donc, c'est là qu'il y a bien le risque que les prix s'emballent et puis que ça devienne ingérable pour tout le monde. Et donc, on a un peu les gouvernements ont un peu cette obligation morale, je trouve, de faire tout ce qui est possible pour décarboner le plus vite possible. Alors, en particulier les gros pays de l'Union européenne qui émettent beaucoup parce que c'est surtout eux qui vont influencer les prix. Mais la Belgique n'est pas vraiment en reste, n'est pas très loin derrière. Donc, au niveau belge, il y a aussi cette obligation de protéger en fait ses citoyens et ses citoyennes. À la suite du débat, le MR et les engagés ont voté pour l'application du texte, le PTB a voté contre, le PS et Écolo se sont abstenus en absence de réponse à leurs demandes. L'intégralité du MR et des engagés ont voté pour l'application du décret en l'état, le PTB a voté unanimement contre, le PS s'est abstenu de voter pour faire entendre ses revendications. Un débat en commission spécifique sur le projet de plan social climat, avec des auditions urgentes à venir des partenaires sociaux, de la société civile, et ce, avant sa transmission au fédéral pour compilation et notification à l'Europe. Un bouclier social de transition fort avec des aides directes pour les ménages et les micro-entreprises. Ainsi que de définir des publics cibles prioritaires aux aides comme les locataires, les ménages sans capacité d'emprunt à taux zéro et les bénéficiaires du statut BIM. Troisièmement, des mesures concrètes proposées, la mise en place d'aides aux revenus automatiques, simples et rapides pour faire face à l'augmentation des coûts énergétiques liés à l'ETS2, la rénovation du bâti social et rénovation collective par quartier précaire avec encadrement des loyers et accompagnement social. Ils ont aussi demandé des aides pour lutter contre l'insalubrité des logements. La création d'un fonds distinct pour l'ETS2, transparent et traçable. Le PS a aussi demandé que le gouvernement présente rapidement des exemples clairs d'arrêtés déterminant les sources d'énergie et les secteurs concernés par le nouveau système de quotas d'émissions. Écolo a demandé au gouvernement de se montrer cohérent dans ses actions au sujet de la transition énergétique. Il a aussi demandé des aides pour que les ménages puissent effectuer la transition vers des énergies non fossiles. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce texte. Non par posture, mais parce que votre gouvernement ne nous donne aujourd'hui aucune garantie qu'il sera accompagné de mesures réellement justes. Néanmoins, Madame la Ministre, vous pouvez encore corriger le tir. Vous pouvez encore exiger une affectation à 100% des recettes pour soutenir la transition et la justice sociale. Vous pouvez encore choisir d'investir massivement dans les rénovations, les alternatives à la voiture, les accompagnements, les correctifs sociaux. Je répète les 3 conditions qui, pour nous, semblent essentielles pour avancer dans cette transition juste, c'est que d'une part, les recettes soient intégralement réinvesties dans la transition. Vous avez répondu en effet sur le Fonds social climat, mais je rappelle que c'est uniquement 25% des recettes. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur les autres recettes, les autres 75% des recettes. Deuxième condition, que les ménages soient accompagnés massivement pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Aujourd'hui, on voit que les mesures que vous prenez vont dans le sens inverse. Diminution des primes à la rénovation, diminution du budget au transport public. Et troisièmement, de ne pas saboter vous-même vos objectifs climatiques. Nous attendons évidemment de pied ferme votre révision du PASS en ce sens. Il a également demandé que plus d'argent soit alloué au Fonds social climat. Le PTB a dénoncé une abstention coupable du PS et des écolos. Lors de la dernière commission, je vous cite, pour le gouvernement, Madame la Ministre, je partage ces inquiétudes. Pour le maire, Monsieur Janssen, le groupe MR est inquiet, préoccupé de l'impact de ces mesures pour les citoyens. Pour les engagés, Madame Coffinet, on a une série de points d'attention, de préoccupation par rapport à ce texte et ses conséquences. Pour le PS, Monsieur Collignon, qui l'a redit ici, nous ne sommes évidemment pas les seuls autour de cette table à nous inquiéter. Pour Écolo, Madame Tellier, cette réforme risque d'aggraver les inégalités et de provoquer de nouvelles tensions sociales sans nécessairement atteindre les objectifs climatiques. Vous êtes tous préoccupés, inquiets,
critique, mais vous allez tous voter. Vous vous rendez bien compte que cette taxe carbone va impacter fortement la classe travailleuse. Donc, en toute logique, tous les partis devraient, comme nous allons le faire, voter contre cette taxe carbone. Face à cette taxe injuste, vous n'allez rien faire. Enfin, presque rien. Madame la ministre va, elle l'a dit, écrire une lettre à la Commission européenne. Bravo. La classe travailleuse wallonne vous remercie et est totalement rassurée. Le décret est passé avec 40 voix sur 67, le nouveau système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, concernant les secteurs du transport routier, du bâtiment et quelques autres secteurs mineurs, devrait donc être en application à partir du 1er janvier 2027. Donc, je m'appelle Eva Josquin, je travaille pour Canopea depuis 2 ans et demi, surtout sur les thématiques qui sont liées au climat et à l'énergie. Je suis diplômée ingénieure civile de l'Université de Liège et également j'ai fait un master de spécialisation en économie sociale à l'Université de Liège et l'Université de Louvain. Et j'y travaille un peu dans la recherche et puis j'ai atterri chez Canopea. Alors Canopea, c'est la Fédération des associations environnementales en Wallonie. Donc c'est une fédération qui rassemble des organisations, des associations membres qui défendent la nature, qui sont actives parfois plutôt du côté de l'énergie, parfois du côté de la ruralité. Donc c'est vraiment un ensemble d'associations et nous on les représente en défendant leurs intérêts, notamment auprès du gouvernement wallon. Vous sauriez refaire un résumé de vos attentes concernant le plan social-climat? C'est un plan, alors ici je parle du plan national, pas que le plan wallon, mais qui doit en même temps protéger et investir. Donc protéger en reversant à certaines personnes qui ne peuvent simplement pas subir le TS2, reverser une partie de l'argent à ces personnes et investir avec toujours une vision long terme vers où on va en fait en termes de décarbonation. Et surtout un plan qui s'intègre bien avec le plan national énergie-climat, donc qui s'intègre avec les mesures qu'on va prendre, qu'on prend. La première chose, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans le Fonds social climat. Donc le Fonds social climat, c'est environ 1,6 milliard dans les prochaines années. Les autres recettes de l'ETS2, c'est 5 à 7 milliards et demi selon le prix du carbone. Et ces 1,6 milliard, il faut les diviser entre le niveau fédéral, les 3 régions, et puis entre des mesures qui seraient plus orientées sur la mobilité et sur le chauffage. Au final, il ne reste pas tellement pour prendre vraiment des mesures structurelles, c'est vraiment trop peu. Si on ne rajoute pas de l'argent dedans, il sera insuffisamment financé au vu du défi. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'investir en fait l'ensemble des recettes de l'ETS2 avec une vision sociale. Pour nous, c'est la seule manière d'arriver à ce que ça ne fasse pas en même temps un drame social. Il y a certains publics qui ne peuvent pas investir de manière à se protéger et donc qui vont subir ce prix pour toute la durée du marché. Donc je parlais des locataires, voilà, des personnes aussi qui habitent très loin de leur travail et qui ont besoin de prendre leur voiture dans des zones où il n'y a pas forcément de transport en commun. Et donc nous, on est assez convaincus aussi qu'il y a une nécessité de redistribuer une partie de cet argent directement vers les personnes qui en ont besoin pour simplement les aider à payer leurs factures, le temps qu'on puisse investir pour les aider, pour isoler leur appartement, etc., leur logement. Au-delà de protéger directement en distribuant une partie de l'argent, il faut protéger à long terme avec des investissements. Donc voilà, isoler, remplacer les systèmes de chauffage, installer des réseaux de chaleur. Il y a vraiment, dans tout ce qui est logement, la nécessité de permettre à tout le monde de rénover. Et ça implique parfois en fait de financer l'entièreté des travaux. Parce qu'on parle souvent de prêts, mais si en fait on est dans un état de privation énergétique, qu'on ne se chauffe pas parce qu'on n'aura pas les moyens, et qu'on rénove, et que du coup on fait par exemple un système de tiers investisseur ou de prêt, et que les économies d'énergie sont censées rembourser ce prêt, mais en fait on n'aura pas d'économie d'énergie parce qu'avant on ne se chauffait pas, donc on aura juste un gain de confort. Mais à côté de ça, il y a aussi des études qui montrent à quel point pour les pouvoirs publics, financer entièrement la rénovation des logements qui sont vraiment dans un état de salubrité discutable, rénover les pires logements, en fait, ce sont des gains directs dans le système de santé. Il y avait notamment une étude d'Eurostat qui montrait que dans certains cas, en 2-3 ans, c'était rentabilisé pour le système de soins de santé. Donc, dans ces cas-là, c'est tout à fait rentable de mettre l'argent sur la table et de ne pas le faire sous forme de prêt, de le faire sous forme de prime ou d'investissement direct. Ça n'a pas de sens d'enfoncer des personnes qui ont déjà beaucoup de mal à survivre dans cette société. Et chez Canopea, effectivement, il y a vraiment cette vision de transition juste
Je citais les locataires du marché locatif privé. On a beaucoup de mal à toucher les propriétaires. Il y a vraiment peu de motivation de la part du propriétaire de rénover parce que les gains énergétiques, les gains en confort vont être plutôt à charge du locataire, en faveur du locataire, je dirais. C'est pas forcément rentable pour eux. Donc pour moi, il doit y avoir un accompagnement, une facilitation, un système de financement qui est vraiment dédié à ces personnes, ces propriétaires, mais ça doit se coupler à une obligation donc, qui sort du cadre de l'ETS2, mais qui les pousserait à rénover, que ce soit pas juste une facilité, parce que ça, ce sera pas suffisant. Il n'y a pas de rénovation profonde dans le marché locatif privé. Il y a quelques... Voilà, quand la chaudière est morte, on la remplace, on change parfois les châssis, on fait des petites choses, mais on ne fait pas des vrais investissements. Et donc, il faut aussi prévoir des investissements dans ce cadre-là. Il faut vraiment arriver à débloquer la rénovation du marché locatif privé, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Pour ce qui est mobilité, nous, on poussait vraiment pour ne pas remplacer le système existant par des voitures électriques. On ne peut pas remplacer chaque voiture par une voiture électrique, donc on poussait pour en profiter, pour créer des services de transport à la demande, des systèmes de mobilité partagée, etc. Les systèmes de mobilité partagée, en fait, ça existe déjà. C'est par exemple les Poppy, c'est par exemple aussi la plateforme Cozy Wheel qui permet entre particuliers de se prêter la voiture en ayant un contrat en bonne et due forme. Et donc le système, c'est voilà, on peut louer une voiture pour 1 ou 2 heures. En fait, le fait qu'on possède tous une voiture, mais qu'on l'utilise parfois très peu ou à des moments différents, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais les acteurs de mobilité partagée, donc qui possèdent les voitures, pour des questions de risque, vont peu investir dans des quartiers qui sont moins favorisés ou voilà, en bas de tours d'immeubles. Donc on peut se dire que le plan social climat permet par exemple de couvrir les risques et encourager les entrepreneurs à investir quand même dans ces zones-là. Maintenant, il y a évidemment des personnes qui habitent dans le fin fond de la campagne et pour qui ces systèmes sont compliqués et il faut les avoir en tête quand on fait le design de solutions, évidemment.